Bon, la chaîne secrète, on est vendredi, et vous savez ce qui se passe le vendredi? Je réponds à vos questions. Mais avant tout, on a réussi à combattre l'invasion des Huns puisqu'on est 112 abonnés. Merci à vous de vous être abonnés, les amis. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Guillaume. C'est ma chaîne secondaire où je publie des vlogs, des daily comme ça à l'arrache un peu tous les jours où je parle d'un peu de tout sans filtre, de tech, de business, de vie personnelle, de tout ce que vous voulez. Alors, toute la semaine, je collecte vos questions et cette semaine, j'ai eu pas mal de questions de mon groupe, de mon bootcamp pour entrepreneurs qui reprendra en janvier. Alors, c'est vrai que, je vais vous parler de ça rapidement, c'est vrai que j'ai de plus en plus de gens qui viennent me voir et qui me disent « Guillaume, c'est cool ton bootcamp pour entrepreneurs, mais moi j'aimerais bien juste que tu m'assistes dans ma vie professionnelle, que tu sois un peu mon coach de carrière et tout ». Et c'est incroyable parce que ça fait quelques années que je faisais du coaching en privé. C'est pour ça que j'ai lancé le bootcamp. Je faisais du coaching en privé et j'aidais les gens en fait à soit trouver un meilleur job, soit avoir un meilleur salaire et tout ça, etc. Ou soit tout simplement à trouver un job. Et en fait, ça a pas mal marché et je me suis dit le bootcamp, je vais le lancer parce que c'est quelque chose sur lequel je suis encore plus efficace, d'aider les gens à monter des boîtes en 4 ou 6 semaines. Et écoutez, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me demandent, même des gens du bootcamp, qui me demandent, parce qu'ils ont leur boîte à côté, mais ils ont aussi leur travail principal. Ils me disent, est-ce que tu peux pas m'aider là-dessus? Donc, à voir, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message, je peux peut-être vous aider, on peut peut-être voir comment on peut faire ensemble pour que j'essaye de vous coacher sur ce plan-là. Bon, allez, c'est parti. Donc, on a des questions aujourd'hui de Cyprien, de Cyril, toujours les mêmes noms qui reviennent, et de Thomas. Alors, j'en ai sélectionné que 4. J'essaye de faire ça parce que sinon, vous savez, je parle beaucoup et je m'étends pendant longtemps. Mais le daily du vendredi, c'est peut-être un daily, j'allais dire, c'est le candy daily. C'est vraiment un terme anglais. C'est le daily vraiment où je me défonce. J'essaye de parler le maximum possible pour vous donner le maximum de valeur. Voilà. Alors, on va commencer par Cyprien. Comment est-ce que tu gères la peur de l'échec avant de lancer un nouveau projet? J'adore cette question. Alors, moi, je vais vous donner un exemple extrêmement concret, extrêmement récent. Hier, en une journée, j'ai lancé un nouveau projet. Lancé un nouveau projet qui s'appelle That's a Cool Work. C'est un site web sur lequel je vais mettre toutes les offres d'emploi que je connais, qu'elles soient à l'étranger, qu'elles soient en Europe, qu'elles soient en France, en Asie. Je connais plein de boîtes et je regarde souvent les jobs que proposent ces boîtes. Non pas pour mon intérêt personnel, mais aussi pour voir ce que font les boîtes, sur quel plan elles se lancent. C'est un truc que je fais et j'ai même des scrappers qui vont les chercher et les ramener. Et en fait, j'aimerais bien partager ces données avec vous parce que je pense que beaucoup de gens ici, même s'ils veulent créer, ils me regardent parce qu'ils veulent créer une boîte, un produit en ligne et gagner de l'argent en ligne, je pense que beaucoup aussi aimeraient bien avoir un job à côté, ou ont déjà un job et veulent changer. Et donc en fait, ce site web va simplement être une liste de jobs que vous allez pouvoir browser tous les mois, parce qu'il y a toujours des super opportunités, et je vais sélectionner ces super opportunités pour vous. C'est ça le truc, et c'est entièrement gratuit. Alors, justement, j'ai lancé ce projet hier en une journée. Je vous enverrai le lien assez rapidement. Je vais peut-être le tweeter ou le mettre sur LinkedIn. Bon, je vous avoue que là, on est 112 abonnés. Je sais qu'il va y avoir peut-être 5 ou 10 ou 15 visites. Comme c'est un projet gratuit et je ne vois pas vraiment comment le monétiser d'une autre façon, si ce n'est que de faire payer aux boîtes la publication, ce qui est possible. Après, je vous avoue, je ne pense pas que ça va générer beaucoup d'argent, mais ce qui est de cool, c'est que ça va générer sur le long terme des visiteurs parce que les gens veulent toujours des nouveaux jobs. Et même moi, en fait, je vais l'utiliser. En fait, à l'origine, c'est quelque chose que j'ai créé pour moi. Donc, si vous voulez, je pars avec bille en tête en me disant, mais en fait, on s'en fout du résultat. Et ça, c'est très contre-intuitif. Pourquoi ? Parce que vous lancez des projets et vous vous imaginez que ça va être extraordinaire, day one, et que je vais te faire des posts partout sur tous les réseaux et je vais devenir une star. Ça n'arrivera pas. Une fois encore ce matin, j'ai regardé le feed Twitter. Et en regardant le feed Twitter, j'ai vu que des trucs inintéressants, que des gens qui postaient Day 32, je fais ça, je vais lancer sur Product Hunt et tout.
Tout le monde n'en a rien à foutre. Et c'est la même chose pour tes posts TikTok et tout ça, etc. Tout le monde n'en a rien à foutre. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose, c'est aussi simple que ça. Bon, là je triche un peu. Vous savez que j'ai une chaîne qui s'appelle Code with Guillaume avec 185 000 abonnés, mais sur cette chaîne, il y a 112 personnes. Ça n'intéresse personne. On est une petite niche, les amis. On est entre nous. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la valeur. Ce qui fait la valeur, c'est que, en fait, on est très peu. Et donc, j'ai pas d'enjeu à exploser pour le moment. Peut-être qu'un jour, j'aurai cet enjeu-là. On en reparlera. Et à ce moment-là, je serai dans un autre mode. Mais j'ai pas d'enjeu à ce que ça explose. Mais l'enjeu, il est que notre petite niche à nous, on va pouvoir faire des trucs ensemble. Et à travers notamment le bootcamp ou à travers peut-être un cofondateur que je vais trouver ou autre chose, d'accord? Donc, ce que je veux dire par là, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais comment tu gères la peur de l'échec? Je n'ai pas peur de l'échec. Je m'en fous d'avoir 112 abonnés. Je m'en fous d'avoir 20 ou 30 visiteurs par mois sur ce site-là. Parce que je sais que le game, tu vas pas réussir le premier jour. Ça va augmenter après mois. C'est là que la valeur va se faire. D'accord? La valeur, elle va se faire là-dessus. Sur simplement le travail sur le long terme. Donc, avant de lancer un nouveau projet, je ne me mets absolument pas la pression. Ce que je fais, il y a une seule question que je me pose, cher Cyprien, et ça, je te l'ai déjà dit, et je le dis à tous les entrepreneurs du bootcamp. On n'est plus que 6 d'ailleurs. Les autres, il y en a 2 qui sont partis, qui ont réussi à lancer leurs produits. Ils veulent pas que j'en parle, parce qu'ils ont peur de... Il y en a un qui a peur de la concurrence, ce que je peux comprendre, mais je trouve ça bête. Je trouve qu'il faudrait en parler le plus possible. Et l'autre qui est extrêmement niché, ça n'a pas de sens que j'en parle. Je lui ai pas demandé s'il voulait que j'en parle d'ailleurs, en fait. Enfin, il m'a déjà dit, on n'a pas besoin de faire de la pub, on s'en fout. Extrêmement niché, mais ça marche, il est super content. Et d'ailleurs, c'est des entrepreneurs, en fait, sur la dizaine d'entrepreneurs que j'ai aidés jusqu'à présent, 11 ou 12, je sais plus, je suis toujours en contact régulier par email et tout ça, etc. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être rebosser ensemble à l'avenir. En tout cas, ils sont super contents et c'est des gars super. C'est des gars super que je pense même que je pourrais aider à trouver des jobs à l'avenir s'ils en ont besoin, par exemple, à travers That's a Cool Work, tu vois. Donc, j'ai pas peur de l'échec avant de lancer, d'accord? Ça, c'est... Si tu as peur de l'échec, ne lance pas de projet. Ça vaut mieux. Fais autre chose, va faire du vélo, repeins ta salle de bain, je sais pas, tu vois, recarrelle ta salle de bain, peins ton salon, fais quelque chose de plus utile parce que tu vas lancer énormément d'heures et d'énergie dans un truc qui va très très certainement rien te rapporter. Voilà, c'est comme ça que je veux faire. Sinon, si vous avez peur de l'échec avant de lancer un nouveau projet, il faut poser le cerveau. J'avais fait une vidéo là-dessus et vous lancez. Voilà, mon cher Cyprien, c'était un peu long. Je suis désolé, mais je sais que tu as peur de lancer, Cyprien. Je sais que tu as peur. Ça fait peut-être 6 mois et quelques que tu as peur de lancer. Pourtant, tu as déjà une waitlist avec... les gens vont halluciner, hein, Cyprien, quand tu vas voir ça. Les gens vont halluciner. Tu as déjà une waitlist avec 500 personnes. Et toi, tu as peur de lancer parce que tu as peur de les décevoir. Mais les 500 personnes, elles ont déjà oublié qu'elles sont dans ta waitlist. Il faut très vite lancer au plus vite. Bon. Deuxième question, la question de Cyril. Et là, j'ai pris du temps. J'en ai à combien là? On est à... J'ai pas mes lunettes. Oh, le vieux. On est à 8 minutes 41. Ça va être un long daily. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu es passé de freelance à entrepreneur? Question de Cyril. J'adore cette question aussi, Cyril. Alors, c'est vrai que dans le bootcamp, j'ai Cyril et Cyprien. Des fois, je m'en mêle les pinceaux, mais c'est comme ça, vous êtes arrivés tous les deux en même temps. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es passé de freelance à entrepreneur? Alors, en fait, pour moi, être freelance, c'est être entrepreneur. Parce que tu as ton agence, tu as ta petite entreprise et tu la lances, d'accord? Et donc, du coup, en fait, par extension... mon cher Cyril, tu es quand même un entrepreneur. Tu es quelqu'un qui lance un business tout seul et qui va chercher son argent. Encore une fois, la définition d'un entrepreneur pour moi, c'est clairement quelqu'un qui sait aller chercher l'argent. D'accord? Donc, en fait, pour moi, je comprends ce que tu veux dire, mais je vais prendre ton point de vue juste après, je finis là-dessus. Quand tu es un freelance, tu as
90% des problèmes des entrepreneurs. Les 10% restants, tu les découvriras si tu montes une boîte, on va dire, qui est scalable. J'aime pas ce terme-là, mais je sais que ça parle à tout le monde. Plutôt qu'une boîte de service qui n'est absolument pas scalable. Parce que quand tu es freelance, tu es tout seul, tu n'as que 24 heures par jour. Donc du coup, pour moi, je ne me suis pas posé la question. Maintenant, je prends le point de vue inverse. Il y a des gens qui sont freelance et qui se lancent en entreprise, qui créent une entreprise, et je pense que c'est ce que tu as voulu dire. Et moi, clairement, il y a des choses quand même qui m'ont sauté aux yeux. C'est que franchement, être entrepreneur, c'est quand même... Donc créer une start-up, c'est quand même bien plus dur que d'être un freelance. Parce que tu ne gagnes pas d'argent pendant longtemps. Tu ne gagnes pas d'argent pendant longtemps, et quand tu commences à en gagner, il faut rembourser en général tes dettes. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, je m'y attendais, mais je ne m'y attendais pas autant. Moi, ça m'a vraiment surpris, ça m'a pris de court, et c'est quelque chose qui m'a stoppé quand j'ai fait Coach Hub. Je me suis dit, waouh! Enfin, alors dans mon équipe de Coach Hub, c'était il y a un moment, mais on peut en reparler. Donc il y avait Clément, mon cofondateur, et un de mes meilleurs amis. Il y avait ma femme Aurélia, il y avait Tiffaine, il y avait Vincent, et à un moment, je crois bien qu'il y avait Mervé qui était notre stagiaire. Et waouh, en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit, il n'y a vraiment pas de reward à faire une start-up, quoi. Un freelance, tu vas voir un client, tu vends le projet, tu reçois l'argent à la fin de la semaine, fin de l'histoire. Il y a un reward, tu vois, il y a un cycle qui est génial là-dessus, qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus adapté pour moi. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai été vraiment surpris de me dire, mais qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que j'ai pu rêver avec cette histoire d'être un entrepreneur qui crée une start-up et tout ça, etc. Ça m'intéresse pas du tout. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. C'est pas mon truc. J'aime aider à faire des projets et tout ça, etc. Mais être le véritable entrepreneur, c'est vraiment trop dur. C'est vraiment une vie dégueulasse au quotidien. Et je sais pas comment ni pourquoi on a glorifié ça pendant des années et on continue de le glorifier. Euh, voilà. C'est quelque chose d'extrêmement difficile. Il y a des gens, ils sont faits pour. Moi, je suis absolument pas fait pour. Voilà. Ce qui m'a surpris le plus, c'est ça. C'est le fait que tu n'as pas du tout de récompense immédiate et peut-être même que tu vas attendre des années sans en avoir du tout. Je suis pas prêt à ça. Troisième question de Thomas. Comment tu fais pour rester créatif quand tu as la tête dans l'opérationnel? Alors c'est marrant. Je ne sais pas si Louis de Manza Studio va écouter ça. Il va être surpris parce que je lui dirai, je parle de toi, on est à combien? On est à 12 minutes. Louis de Manza Studio. Alors Manza Studio, c'est un studio j'allais dire de création web. Pas de création web, mais qui fait de la création vidéo, excusez-moi. Studio vidéo marketing basé à Bordeaux. Ultra successful. Ils sont dingues. Et bref, c'est vraiment... JB et Louis, c'est dingue. Et en fait, c'est des gros créatifs qui font de la vidéo pour les grosses boîtes. Et Louis, c'est un génie créatif pour moi. Je devrais dropper sa chaîne ici, là, dans les commentaires. J'essaierai de le faire. Allez suivre Louis. Il est directeur artistique chez Manza Studio. Et il est aussi dans l'opérationnel. Et c'est une question qu'il faudrait lui poser à lui. Je pense qu'il aurait beaucoup plus de réponses que moi, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Comment tu fais pour rester créatif quand tu as la tête dans l'opérationnel? Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, je vous l'avoue. Parce que moi, je suis beaucoup plus créatif qu'opérationnel, bien que en opérationnel, je sois très bon. Je sais que je suis très bon à exécuter. Vous avez vu, je vous en ai déjà parlé. Dans la journée, moi, je découpe toute ma journée comme ça, et je fais toujours, j'essaye, des fois j'arrive pas, vous avez vu, j'essaye toujours de faire mes daily entre 9h30 et 10h30. C'est toujours ça tous les jours. D'ailleurs, les gens qui viennent me parler sur les réseaux, ils savent très bien que je vais faire le daily à cette heure-ci. Essayez, les amis, et je pense notamment à ceux qui m'écoutent, à Virgile, à Gaëtan, à David, Ramzi, Ramzi, lui, il est rodé, mais je pense à vous et à Joanne, par exemple. Vous regardez très souvent les daily, et merci les amis pour ça. Essayez de faire pareil, essayez d'adopter cette méthode. Faites des chunks dans la journée et coupez. Alors, je sais que Ramzi ne peut pas le faire, par exemple, il m'en a parlé dans le podcast. J'ai vraiment hâte que ce podcast y sorte. Il en a parlé dans le podcast. Ce podcast, il va être chaud, il va être vraiment chaud. Lui, c'est Ramzi,
C'est la sulfateuse de l'entrepreneuriat, quoi. Toute la journée, quoi. Et puis à un moment, il y a sa session sport, c'est ce qu'il m'a raconté. Et je vois très bien, je suis pas avec lui au quotidien, Ramzi, je le vois pas tous les jours. Mais d'ailleurs, je l'ai jamais rencontré en réel, si vous voulez savoir. Mais je sais, je vois quel type de bosseur c'est. Je vois quel type de mec déter c'est, tu vois. Et il y a des façons d'être. Moi, je suis obligé de découper. J'ai ma session créative, j'ai ma session opérationnelle, j'ai ma session meeting, j'ai ma session XY dans la journée. Et vous savez quoi, je mets même les trucs sur le plan perso. J'ai ma session bouffe avec les enfants à midi, d'accord, 11h30, 13h. À 13h, je repars et à un moment dans la journée, je vais quand même revoir les enfants quand ils se lèvent de la sieste, parce qu'ils sont petits, mais petits. Et je suis obligé de faire comme ça. Et c'est comme ça que j'arrive à ne pas avoir totalement la tête dans l'opérationnel. Parce que Thomas, dans ta question, quand tu as la tête dans l'opérationnel, ça veut dire que tu as la tête tout le temps, j'imagine. C'est-à-dire que tu es trop obnubilé par l'opérationnel. Et bien en fait, moi, j'ai pas le choix, je peux pas mêler les deux. J'arrive à rien mêler d'ailleurs. Je peux pas mêler meeting et travail. Je peux pas mêler travail et codage. Alors quand je dis travail, c'est trouver des clients, faire des ventes et tout. Et après session codage et tout ça, etc., qui sont des sessions beaucoup plus agréables parce qu'on est entre développeurs. On peut se dire la vérité. On est beaucoup plus à l'aise quand on s'assoit et qu'on se met à coder 2 heures. D'ailleurs, posez-vous la question. Hein. C'est exactement la même chose que le McDo, le sucre et tout ça, etc. Il y a quelque chose de nocif là-dedans, c'est pour ça qu'il faut le réfréner, pour moi. J'arrive pas à tout mêler. Donc je fais des sessions. Et c'est comme ça que j'arrive à rester créatif. Et j'ai entraîné mon cerveau à se poser. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement dur. Il y a trop de distractions, tout ça, etc. C'est pour ça que j'ai horreur du feed Twitter, mais j'y vais quand même tous les jours. Mais j'ai horreur du feed Twitter parce que je me rends compte que je perds un temps fou. Et ça me bouffe de l'énergie que je pourrais mettre dans autre chose. Regardez ce studio, les amis. Ça fait peut-être 2-3 mois que vous suivez ces daily. J'ai toujours pas attaqué le studio. C'est un super endroit. Je devrais mettre des tableaux ici. Je voulais mettre un rétroprojecteur qui met peut-être en live un truc qu'on écoute ou mettre une télé. Là, je suis censé avoir mon deuxième poste de travail. Je le fais pas. Je pourrais prendre un week-end. Ce serait un vrai plaisir de faire ça. Et bien, j'arrive pas parce que je suis pris là-dedans. Et il faut absolument couper en chunk. Bon, on en est où là? On en est à 17 minutes. Bon, alors, je vais prendre une dernière question, qui est toujours une question de Cyprien d'ailleurs. Et il a posé la première et il a posé la dernière. À quel moment tu t'autorises à dire non à une opportunité? Alors, je vais finir sur cette question, les amis. On a des opportunités en permanence, on nous propose des jobs, on nous propose des missions, ou alors même on nous propose parfois des trucs pour... Enfin, même sur le plan personnel, hein, des amis qui vous proposent des sorties, des trucs comme ça et tout. Pour moi, c'est tout sur le même plan. C'est est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que tu as envie de le faire? Est-ce que ça va t'apporter du plaisir? Est-ce que ça va t'apporter quelque chose? Moi, j'ai un problème, c'est que je suis quelqu'un de très contraignant. J'arrête pas de me contraindre tous les jours au travail. Donc c'est difficile en fait pour moi, les amis, de me dire « Ah, je vais prendre plaisir à aller faire ça ». Je sais que je vais prendre plaisir, mais j'ai pas envie d'aller prendre plaisir, je préfère travailler. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Ce qu'il faut, c'est vraiment découper en hobby. J'avais fait une vidéo il y a quelque temps dessus, sur le fait qu'il faut absolument avoir des hobbies. En fait, quand je fais ces vidéos, des fois aussi, c'est pour me parler à moi-même. J'essaye, je me force à avoir des hobbies. Par exemple, là, cette semaine, j'ai acheté Ark Raiders sur PlayStation 5. C'est un jeu qui vient de sortir, qui a l'air vraiment pas mal. J'ai pas le temps de jouer, mais je vais trouver le temps de jouer. Il faut que je trouve le temps de me poser et de faire autre chose, parce que je sais que quand je vais revenir au travail, je vais être super efficace. Vous voyez le truc? Je vais être super efficace quand je vais revenir, que je vais arrêter et revenir. Ça, c'est un truc qui revient souvent dans mes daily. Donc, les opportunités personnelles, je dis non quand je pense que je ne vais pas trouver de plaisir, mais en fait, parfois, je trouverai du plaisir. Mais je pense que Cyprien, ta question, elle est sur les opportunités professionnelles. Et toi, tu as mis à quel moment tu t'autorises à dire non? Moi, je ne m'autorise pas à dire non, en fait. Je sais quand je dis non, je ne demande pas l'autorisation.
Pour moi, non, c'est non. Et je dis non à une opportunité quand je sais que je ne vais pas gagner d'argent, que je vais perdre du temps. Mais au-delà de ne pas gagner d'argent et perdre du temps, c'est que je ne vais rien y gagner sur le plan professionnel. C'est plus important que l'argent et le temps. Pour moi, une opportunité, elle doit m'apporter sur le plan professionnel et sur le plan de la carrière. Je sais que l'argent viendra après et le temps viendra après. Et c'est dans ces moments-là que je dis non. Vous savez, les amis, j'ai une agence web et je vais vous dire un truc. Je dis non à peut-être une offre sur 4. C'est-à-dire que j'ai des clients qui viennent, sur 4 clients qui viennent, je dis non, pardon, excusez-moi, je me suis mal exprimé, je dis oui seulement à un client sur 4. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent des demandes extrêmement fantasques, parce que comme je suis dans le web, les gens pensent que je suis magicien, que je suis un sorcier, et quand ils voient mon LinkedIn, ils voient ce que j'ai fait, quand ils lisent un article sur moi, parce que j'ai eu quelques articles dans la presse sur certains sujets et tout ça, etc. Quand ils voient par exemple, je parle de cet article, que j'ai été dans le top 10 des CTO à suivre en 2024 sur l'International Business Times, des trucs, c'est de la com, hein. On est d'accord, c'est de la com, parce que je suis pas non plus, je suis pas Sam Altman, faut pas rêver. Mais bon, j'ai été là-dedans parce que j'étais à un pic peut-être avec Code with Guillaume, entre guillemets, de popularité, et tout ça, c'est du fake. Enfin, c'est du fake. Oui, j'ai des abonnés, mais enfin, je veux dire, bref, vous m'avez compris. Ben, en fait, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui pensent que je suis capable de tout faire. Je suis capable de faire beaucoup de choses, mais en fait, quand un client vient me voir et qui me dit qu'il veut faire Facebook et renverser Mark Zuckerberg, et qu'en fait, il habite au fin fond des Pyrénées, dans un petit village, et qui connaît rien à la tech, qui ne sait pas ce que c'est une API et qui ne sait pas ce que c'est un serveur, je ne dis pas qu'il faut savoir ce que c'est un serveur et une API pour lancer un réseau social, mais vous m'avez compris en fait. Il faut un minimum d'éducation, un minimum d'approche. Il ne sait pas par exemple ce que c'est un incubateur, il ne sait pas ce que c'est une levée de fonds, il n'en a jamais entendu parler. C'est pas grave de ne pas savoir. Mais si tu ne sais pas, en fait, si tu n'as pas cette expérience-là, ne crois pas que tu vas pouvoir renverser la planète, en fait. C'est pas possible. Et j'en ai souvent des clients comme ça. Et donc, en fait, je leur explique que c'est pas possible. Un autre exemple. J'ai un client qui, lui, alors je vais essayer d'enrober ça parce que peut-être qu'un jour il le verra, mais j'ai un client qui, lui, c'est pareil, veut s'attaquer à un problème énorme, mais il n'a pas du tout réfléchi en fait à la faisabilité du truc et au fait que l'État sera à 100% contre lui. Je le sais d'avance. Et il faut avoir cette vision-là extrêmement long terme pour se rendre compte qu'on a des fois des idées complètement fantasques, qu'il ne faut pas s'écouter. Et c'est à ces moments-là que je suis obligé de dire non aux clients. C'est à ces moments-là que je suis obligé de leur dire, mais en fait, tu es bien sympa, je pense que tu es un bosseur, que tu vas aller jusqu'au bout, tu vas le faire, mais en fait, ça ne marchera pas. Et je pense que tu n'as pas assez réfléchi au sujet pour te rendre compte que ça ne marchera pas. Alors encore une fois, je ne suis pas Dieu pour dire tel projet ou tel projet va marcher, mais il y a des choses quand même qui sont évidentes. Hein. Quand tu n'as jamais rien fait dans la tech, quand tu as juste un compte Instagram avec 200 abonnés et que tu penses que tu vas lancer le réseau social qui va tuer Facebook, je veux dire, et que tu n'as jamais eu un job dans la tech, tu n'as jamais mis les pieds dans une start-up, tu n'as jamais été dans un incubateur, tu n'as même pas lancé de SaaS en ligne tout seul, même pas, tu ne tueras pas Facebook. Ça me paraît débile hein, à dire, je suis désolé les amis, mais je vous assure que des fois j'ai des discussions lunaires comme ça avec des clients. Faut pas leur en vouloir. Ils ne savent pas, ils font leur chemin, ils apprennent. Et c'est à ces moments-là que je dis non aux opportunités. D'autres opportunités auxquelles je dis non, et je finis parce que là, je crois que ça sera le daily le plus long de la chaîne. Ouais, ça c'est clair. Les autres opportunités auxquelles je dis non, c'est tout simplement les opportunités où on pense qu'on m'apporte de l'or sur un plateau, alors que les gens ne savent pas du tout d'où je viens, ce que je fais et où je suis arrivé aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a une petite boîte, alors je ne sais pas si c'est une petite boîte, mais moi je l'évalue petite parce que voilà, c'est comme ça. Une boîte qui vient me voir et qui me dit « Écoute Guillaume, il faut absolument qu'on fasse un meeting. » Et je dis « Écoute, avec plaisir, ne sachant pas ce qui va se passer. » On se rend compte et moi je pense qu'en fait ils vont avoir besoin que je sois un CTO part-time, on demand, ce que je fais très souvent. Et en fait, ils me disent, ils sont 2 dans le call. 2 personnes, très sympathiques au demeurant, mais corporate, plus d'une 40aine d'années, voire l'un des 2, je pense qu'il a plus de 50 ans. Et ils me disent, écoute Guillaume, on a telle boîte et tout, ça marche bien, ça tourne bien. Et effectivement, ça avait l'air de bien tourner.
Et on a besoin de toi, on a besoin d'un CTO et tout. On sait que tu as grave d'expérience et tout ça, etc. Nanana et tout. Et en fait, on te propose ce job à 60 000 par an. Donc, soit un revenu d'environ 5 à 6 000 euros par mois. Et quand ils viennent me voir, ils pensent vraiment que leur offre, sans equity, sans rien, hein, c'est-à-dire ils veulent juste, ils disent, écoute, on sait que c'est un très haut salaire, et on te propose ça. Alors c'est vrai que c'est un salaire très bien en France, pas dire le contraire. Mais ces gens-là n'ont pas la notion de ce qu'est la tech. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte de ce qu'est le marché. Ils ne savent pas à quel point les talents sont extrêmement rares, et avec l'arrivée de l'IA, encore plus rares, les talents encore plus dilués. Je ne dis pas que je suis un talent, c'est pas ce que je dis. Mais moi, je leur ai expliqué que si je me débrouille seul, ne serait-ce qu'à bosser avec mon agence 3 jours par semaine, je gagne déjà le salaire qu'ils me proposent. Voilà. C'est aussi simple que ça. En 3-4 jours de travail, je peux générer un contrat à 5 000 euros, que je le fasse ou pas, tout seul. Et donc, par extension, alors oui, vous allez me dire, il y a des impôts et tout ça, etc., mais il suffit que je travaille 2 jours de plus. En fait, ce n'est pas une bonne offre. Ce n'est pas une bonne opportunité pour moi. C'est aussi simple que ça. Mais alors, ils ne s'imaginent même pas les offres que je reçois d'autres boîtes de l'étranger. Et vous, en tant que développeur, vous savez ce que je viens de dire, si ce n'est pas le cas, si vous n'êtes pas CTO et tout, vous savez qu'en tant que développeur, vous pouvez avoir des offres incroyables. Vous pouvez avoir des offres à 50, 60, 70K par mois, et vous êtes en remote, et vous travaillez depuis Lyon alors que la boîte, elle est à Rennes, ou à Paris, ou vous êtes à Grenoble, ou vous êtes à Marseille, et vous pouvez travailler en remote et tout. Et il y a des gens, ils ne sont pas conscients du tout du marché, ils n'ont pas fait leur recherche. Effectivement, je leur ai dit, et ils étaient très très déçus. Ils étaient très déçus parce qu'ils y croyaient, et je pense qu'ils s'étaient préparés pendant une semaine à proposer cette offre, comme ils font avec chacun de leurs employés. Ils proposent des offres, et ils en parlent, ils en discutent, et ils disent, on espère que cette personne va venir, et ils ne viennent pas, parce qu'en fait, il y a aussi l'alignement des planètes qui n'y est pas en termes de projet. Quand on sait lancer des SaaS, quand on sait créer des produits, ça ne sert à rien en fait de rejoindre une boîte et de le faire gratuit, sans equity, sans posséder la boîte. Autant posséder la boîte à 100%, c'est débile. Alors effectivement, quand on a besoin d'argent, il vaut mieux du coup le faire en freelance en tant qu'employé, mais à un niveau de rémunération bien plus élevé. Voilà, pas de secret. Ce que je vous ai dit, le fait qu'avec une agence, vous pouvez vendre des sites WordPress à 2500 balles toutes les semaines, ça, tout le monde peut le faire. Il suffit, par contre, d'être un vendeur. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est ça le sujet du jour. J'espère que dans ce daily, là où je me suis vraiment pas mal livré, là aujourd'hui, c'est vraiment un daily beaucoup plus long que d'habitude, j'ai essayé de faire bouger les lignes à travers les questions qu'on me pose. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois. J'essaye de faire bouger les lignes et j'essaye de vous montrer qu'en fait, potentiellement, peu importe le stade de vie où vous êtes, vous pouvez aller vraiment loin. Moi, mon parcours, il n'est pas du tout exceptionnel, les gars. Je suis quelqu'un d'extrêmement random. Je me considère random. D'accord ? Je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Mais Guillaume, non, regarde, t'as fait ça, t'as fait ça. » C'est vrai, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai faites que plein de gens ne peuvent pas faire. Mais vous pouvez aller aussi loin. Le fait d'avoir une agence web et de faire 10 000 balles par mois, c'est totalement faisable. Sauf que là où vous vous trompez, la majorité d'entre vous, c'est que le game, il n'est absolument pas sur coder des sites web. Il est sur vendre. Donc dans ce cas-là, si vous ne savez pas vendre, que ce soit une agence web, un SaaS, peu importe, un magasin de chaussures, trouvez-vous un cofondateur sales. Vraiment. Ça, je crois que c'est le conseil que j'ai envie de donner à tout le monde parce que j'ai beaucoup plus de tech que de sales. Voilà, c'est comme ça, c'est mon environnement, c'est mon audience, c'est normal. C'est un conseil que j'ai envie de donner à tout le monde, c'est le conseil de 2025, c'est trouvez-vous un mec en sales qui est un boucher. C'est aussi simple que ça. C'est dur, et c'est pour ça que je pensais à faire un site pour recommander des sales, mais je pense que ça peut vraiment changer vos vies. Vraiment, vraiment, vraiment changer vos vies. Un grand merci d'avoir écouté ce daily, j'ai été super long. Merci à vous les amis, je vous dis à lundi, ciao.